Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette production commune qui rassemble donc l'agence Galaxy Media, Environews, SMBDJ et Radio Okapi pour parler de deux thématiques différentes. Il s'agit entre autres des appels d'offres lancés, comme vous le savez, dernièrement par le gouvernement de la République pour les 27 blocs pétroliers et 3 gaziers, mais aussi la thématique qui est liée à la politique énergétique de la République démocratique du Congo. Pour cette première partie, je suis avec ma consoeur Nelfi Millet qui est de Environews et comme invité dans cette production, nous avons Emmanuel Moussouyou qui est secrétaire exécutif de la CORAP, mais nous avons également Apollinaire Ngimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local basée à Boma. Nous sommes là au Congo central. Il y a également Justin Mobomi qui est lui expert à la CORAP, ainsi que Olivier Ndole qui est membre de l'ACDH qui nous vient fraîchement de Goma. Une fois de plus, bienvenue, Madame, Messieurs, à cette production. Première question, il s'agit donc, en ce qui concerne les appels d'offres, de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers qui a été lancé. Alors, Emmanuel Moussouyou, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les motivations de la dynamique pôlée qui, en tout cas, elle s'insurge contre ces appels d'offres et propose peut-être d'autres alternatives à la place. Quelles sont les motivations de la dynamique qui refuse, s'il faut le dire ainsi, ces appels d'offres lancés par le gouvernement? Voilà, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes très heureux donc de nous retrouver sur ce plateau. Je pense qu'il est tout d'abord important que les téléspectateurs puissent savoir qui nous sommes effectivement. Vous avez parlé de moi, je suis Emmanuel Moussouyou. C'est vrai que je suis secrétaire technique de CORAP. Mais ici, j'aimerais bien préciser que nous sommes là dans le cadre de la dynamique pôlée. La dynamique pôlée, c'est au fait une plateforme qui a été créée par 12 organisations congolaises basées dans différentes provinces. Et ici, dans notre zone d'action, nous l'avons répartie sur base des 11 anciennes provinces dans l'ancienne configuration qui couvrent bien évidemment aujourd'hui les 26 provinces. Et donc cette dynamique a été créée parce que aujourd'hui le pays s'est engagé, n'est-ce pas, dans un processus de doter la RDC d'une politique nationale de l'énergie. Il est important de parler de cette politique parce que depuis plusieurs années, le pays n'a pas eu de politique. Donc, ces organisations qui se sont mises ensemble avaient pour but justement de pousser le gouvernement à adopter une politique qui répond réellement aux besoins de la population, qui est axée sur les vraies réalités de terrain, ce qui fait qu'il y a tout un travail qui a été fait pour que, n'est-ce pas, cette politique ou ce processus d'élaboration puisse aussi impliquer les communautés locales, puisse voir tous ces aspects-là. Donc, je voulais bien justement commencer par introduire ce que nous sommes. Et il est important que la population sache que cette dynamique, c'est vraiment un mouvement au niveau national qui regroupe des grands leaders, des grandes organisations avec des actions sur terrain. Peut-être un mot, juste avant que mes collègues Apollinaire, peut-être, puissent revenir effectivement sur votre question. C'est que pour la dynamique pôlée, la question des hydrocarbures fait partie de sa vision. Dans le processus que cette plateforme a mis en place, nous sommes parvenus justement à l'élaboration de ce qu'on a appelé la vision de la société civile et des communautés locales sur le développement de la politique nationale de l'énergie ou carrément sur le développement du secteur de l'énergie dans sa globalité. Et donc, cette vision a 9 points ou 9 exigences essentielles et le 5e exigence parle des hydrocarbures. Qu'est-ce que nous voulons des hydrocarbures? Peut-être c'est important que je puisse parler de ça maintenant. C'est que aujourd'hui, la RDC est partie prenante de plusieurs accords, et s'est engagée, n'est-ce pas, à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on parle de réduire jusqu'à 21% dans les différents secteurs, dont entre autres le secteur énergétique. Et donc, ces engagements font que le gouvernement est obligé et appelé, n'est-ce pas, à respecter cela et à promouvoir, à prendre des actions qu'il faut, de sorte à aider, à aller au fait dans le sens justement de réduire et de protéger l'environnement. Et donc, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement congolais
devra adopter une vision claire par rapport au secteur des hydrocarbures sur le court, moyen et long terme. Pour dire que d'ici par exemple 2050, il faut que le gouvernement congolais puisse davantage réduire la production énergétique à partir des hydrocarbures pour voir comment est-ce que les énergies renouvelables prennent place. Donc c'est comme ça que nous nous sommes lancés dans cette campagne. Nous avons pris position pour dire au gouvernement congolais qu'il n'était pas réfléchi dans ce sens d'aller à promouvoir les énergies fossiles, alors qu'en même temps on est pays solution, en même temps on a pris des engagements pour réduire sensiblement les émissions. Donc je voudrais bien peut-être m'arrêter là pour l'instant et laisser place à... C'est par rapport bien sûr aux motivations même de la dynamique Pôle qui en tout cas, si il faut le dire ainsi, s'insurge au lancement de ces appels. Oui, au fait, s'insurger peut-être c'est trop, parce que c'est une action du gouvernement, mais à côté du gouvernement, réfléchir davantage sur la question des énergies fossiles. Oui. Comme l'a dit mon collègue Emmanuel, nous nous sommes engagés au niveau international, mais aussi il y a un danger, qui nous guette. Et je crois que si nous ne faisons rien du point de vue environnemental, il y a risque que demain nous puissions regretter et la génération future puisse aussi regretter. Comme l'a dit Emmanuel, dans le cadre de la politique énergétique, la vision des communautés locales et de la société civile, c'est de désinvestir dans ces domaines d'énergie fossile. Pourquoi? Je crois que d'abord, nous disons que c'est un secteur qui de plus en plus est visé et d'être dépassé. Vous savez, nous ne produisons pas de véhicules. Nous ne produisons pas de véhicules, mais nous devons être attentifs de comprendre ceux qui produisent les véhicules, ils vont dans quel domaine? Ils vont dans les énergies vertes. Et nous produisons des énergies qui dérangent l'environnement. C'est pour dire que c'est un marché qui demain ne sera pas rentable. Ne sera pas rentable. Voilà pourquoi, quand nous avons fait la lettre de la dynamique Pôle, nous avons dit que le secteur était dépassé. Et il est nécessaire que le gouvernement tienne compte de ça. Et c'est ça aussi la gouvernance, projeter l'avenir pour s'adapter et s'allier. Mais nous pensons que quand nous allons dans ce secteur, nous ne projetons pas et nous ne nous allions pas face aux enjeux des économies mondiales, face aux questions environnementales. Nous avons dit qu'il faut arrêter parce que demain, ça va être un secteur dépassé. Et nous avons dit qu'il faut réduire les investissements parce que demain, nous ne voulons pas avoir une production qui ne rapportera absolument rien. Alors que la production des énergies fossiles détruit l'environnement et ça a des répercussions négatives dans presque tous les secteurs de la vie. Santé, agriculture et ainsi de suite. Voilà tout ce que je peux dire dans un premier temps. Nous savons tous que jusque-là, en parlant des blocs pétroliers, jusque-là, il ne s'agit que des appels d'offres. Il n'y a ni la vente ni distribution de ces blocs pétroliers. Mais pourquoi alors vous refusez alors que le gouvernement n'a encore rien vendu jusque-là? Pourquoi vous refusez? En fait, les appels d'offres, c'est pour dire que le gouvernement est déterminé. Il s'engage à ça. Nous disons à côté du gouvernement, non, réfléchissons autrement. Il a besoin d'argent. C'est un peu agité quand vous lisez les motivations du gouvernement. Il a besoin d'argent. Il veut répondre à des problèmes de la République démocratique du Congo. Mais on se dit, est-ce que c'est seulement à ce niveau-là que nous pouvons trouver de l'argent? Ça sont des questions de réflexion. Et nous savons, c'est une question de gouvernance. Je crois que les amis qui sont à côté de moi peuvent me compléter. Mais l'expérience congolaise sur la production des hydrocarbures est négative. Parce que je suis dans le Congo central et je travaille sur la question des hydrocarbures à Mwanda. L'expérience est négative. Et nous nous posons la question, comment ça va se faire? Okay. Alors, la deuxième question est de savoir, est-il interdit à un État souverain d'explorer ou exploiter son potentiel en hydrocarbures? Merci beaucoup pour la question. Mais parfois, quand les journalistes vous nous posez la question, vous nous rendez mal à l'aise.
quand le gouvernement est allé dire la RDC est pays solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière de changement climatique, en matière de pollution, la RDC regorge des ressources pour pouvoir aider la planète à ne pas aller dans le sens de continuer à polluer, de continuer à influer négativement sur le changement climatique. C'est ça ce qu'on appelle un pays solution. Maintenant, si vous prenez cette thèse-là d'être un pays solution et l'ambition d'exploiter les hydrocarbures, les pétroles et les gaz, il n'y a pas de cohérence dans ça. Notre travail en tant que citoyen, c'est dire à notre gouvernement, écoutez, restons cohérents. Si nous nous présentons devant l'opinion internationale en disant nous sommes pays solution, nous devons agir en tenant compte du fait que nous sommes prononcés pour être des pays solutions et non pas des pays qui vont poser des problèmes. Bon. Si vous allez dans le sens de développer les hydrocarbures, vous n'êtes plus pays solution. Vous devenez les pays qui posent le problème. Vous voyez, c'est simplement ça pour interpeller un peu le gouvernement. Donc ce n'est pas nous qui interdisons, nous interpellons le gouvernement à être cohérent. C'est simplement ça. Mais d'après le gouvernement, il y a une étude qui a été menée dans ce sens. Donc il n'y aura pas un impact sur l'environnement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Non, on va laisser Olivier répondre à ça, mais j'espère que quand il dit pas, vous ne prenez pas ça au sérieux, j'espère. Oui, parce qu'il faut dire que le gouvernement, en fait, la RDC n'est pas le seul pays à apporter la solution au monde en matière environnementale, en matière de réduction des émissions, parce qu'elle n'est pas seule, même au niveau du bassin du Congo. Il y a d'autres pays, au bassin de l'Amazonie, au bassin de l'Indonésie, et donc la RDC ne doit pas rester dans la pauvreté, pourtant elle a des ressources à exploiter pour réduire la pauvreté en fait. Oui, merci beaucoup de la question. D'abord, moi je précise que je viens fraîchement du Nord Kivu et je remercie Goma, Corap qui a fait que nous puissions porter la voix des communautés locales, laquelle voix, à partir de la politique du président de la République, qui voudrait se résumer par l'adage « le peuple d'abord », c'est-à-dire c'est le peuple qui parle et les présidents ou les institutions doivent nous écouter. C'est-à-dire pourquoi nous sommes insurgés où la population ne veut pas ou se réserve par rapport à cette offre qui voudrait faire croire à cette population qu'avec l'exploitation du pétrole, c'est le budget de l'État qui devra augmenter ou le social du Congolais. Et je crois que les arguments développés par les collègues sont déjà très massifs, mais je voudrais souligner par rapport au Nord Kivu, c'est que d'abord, par rapport à l'aspect de la souveraineté appartient au peuple. Le peuple dit qu'en exploitant le pétrole, si vous prenez par exemple pour le Nord Kivu, les blocs 5 et 4, commence à partir de Ben, non seulement dans les aires protégées, à partir de Beni, c'est-à-dire tout Oicha, se trouve dans les blocs 5. Si vous prenez tout le territoire de Rutshuru, c'est le bloc 5. Vous prenez le lac Édouard qui constitue, si vous voulez, la source alimentaire, la source économique pour toutes ces populations qui sont déjà victimes, appauvries par la guerre. Mais on veut encore une fois céder, parce que quand on va céder les blocs pétroliers à travers des ventes, les blocs pétroliers sont des terres, ce sont des étendues de terres. Sur ces terres-là, expropriation. Oui, c'est privé de cette population, leurs sources économiques, c'est-à-dire l'agriculture. On ne pourra pas faire l'agriculture, on ne pourra plus pêcher. Et ça, je pense, c'est contraire par rapport à la philosophie politique même du chef de l'État qui voudrait le peuple d'abord. Pour ce qui concerne les lois de la République, je pense que le chef de l'État lui-même a dit expressément pour son mandat, c'est le principe de l'état des droits. Et qui dit état des droits, c'est la soumission aux lois de la République. Déjà, la loi, si vous voulez, la loi sur les hydrocarbures, interdit l'exploitation dans les aires protégées. Or, si vous prenez certains blocs, ça se trouve dans les aires protégées. Et donc, ce sont vraiment des questions
sur lesquels nous poussent non seulement à interpeller, comme les collègues l'ont dit, le gouvernement, que voilà, nous avons des lois de la République, des engagements au niveau, si vous voulez, international, qui il faudra non seulement respecter, mais aussi tenir compte de l'intérêt. Pour ce qui est du budget de l'État, si vous voulez, les moyens, oui. Je pense que... Parce qu'il y a des pays, en tout cas, qui font leurs économies sur le pétrole. Exactement. Mais cela n'est oui, pas la si nous faisons la comparaison, il y a le Nigeria, par exemple, qui a été vanté, le Nigeria, mais les Nigériens sont à Goma, ils sont en train de faire d'autres économies, d'autres investissements, parce que la vie est devenue difficile du fait que la pollution et les autres, si vous voulez, activités qui dépendent des communautés locales, les plus pauvres n'ont plus de secteur. Par rapport, par exemple, aux Congolais, je ne vois pas une entreprise congolaise ou un paysan congolais qui est en mesure d'investir dans l'exploitation du pétrole. Mais nous sommes, en mesure d'investir dans l'agriculture. Et c'est cette agriculture, c'est par exemple le tourisme qui a contribué depuis toutes ces années au budget de l'État. C'est cette activité de pêche qui a contribué au budget de l'État. Et je pense que nous avons eu la plus grande contribution financière pour le budget de l'État, plus que même l'Afrique du Sud, juste après l'indépendance. Et je pense que ça n'était pas fondé sur le pétrole. Et donc nous estimons que si on investit beaucoup plus dans l'agriculture, si on fait la promotion du tourisme, parce que Virunga 2020, pendant le contexte Covid, a donné une contribution au budget de l'État, 81 millions de dollars pour la contribution au budget de l'État. Je pense que nous donnons des alternatives, des conseils au gouvernement congolais. Oui, Olivier, je sais qu'on ne va pas continuer à contempler nos ressources naturelles, mais Emmanuel Moussouyou, effectivement, sur le lieu des alternatives qu'il faut proposer au gouvernement, parce que le gouvernement se dit qu'il faut exploiter les ressources, on ne doit pas continuer à les contempler. Mais quelles sont les alternatives qu'amène la dynamique pour que le gouvernement puisse dire, en tout cas, ces gens-là ont raison et prenons les alternatives. Voilà, merci beaucoup. Je pense que mes collègues étaient si clairs, n'est-ce pas, en présentant tous les arguments qu'a la dynamique pour et contre cette exploitation pétrolière. Mais je voulais revenir sur deux choses très rapidement, oui, avant peut-être de parler des alternatives. Premièrement, c'est la question que vous avez posée pour dire que le gouvernement dit qu'ils ont mené des études et ils vont faire une exploitation sans impact. Oui. Je vous mets à défi. Même s'il n'y a pas pollution zéro. Je vous mets à défi. Il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact. Et il n'y en aura pas. Ici, je voudrais juste prendre un exemple des États-Unis, qui est un des plus grands pays producteurs ou qui exploitent le pétrole. C'est que d'ici 2024, ils se sont engagés, n'est-ce pas, à abandonner l'exploitation pétrolière à ciel ouvert. C'est que nous voulons commencer à exploiter aujourd'hui sur nos terres. D'ici 2024, ils vont arrêter cette exploitation pétrolière, d'aller dans le sous-sol, n'est-ce pas, graviter les pierres, etc., pour extraire le pétrole, d'ici 2024. D'ici 2040, dans le plan des États-Unis, c'est qu'ils vont complètement abandonner l'exploitation des hydrocarbures. Pour dire que même des grands pays, aujourd'hui, si vous êtes à Californie, il y a beaucoup de problèmes environnementaux, il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont enregistrés. Même s'il faut revenir, parce que j'étais aux États-Unis, c'est vrai, mais je reviens en Afrique, il faut voir des pays comme le Ghana, dans la cité de Delta, dans l'état de Delta au Nigeria. Aujourd'hui, l'espérance de vie est réduite, je pense, à 41 ans, si je ne me trompe pas, alors qu'à la normale, on est autour de 53 ans. C'est pour dire que il n'y a jamais eu d'exploitation pétrolière sans impact. Et rassurez-vous que si vous voyez la cartographie des blocs pétroliers, ça couvre presque l'ensemble du pays. C'est des terres et des terres et des terres de communautés qui seront, n'est-ce pas, exploitées. Et c'est-à-dire que cette exploitation se fera dans nos communautés. Ouais. Et c'est des impacts sérieux sur la population, sur l'environnement, sur la santé que nous allons enregistrer.
Ça, c'est vraiment une chose importante. Et pour revenir à votre question, je pense que pour la dynamique pôlée, nous estimons que le gouvernement devrait être vraiment ambitieux. Ambitieux dans ce sens qu'on veut être pays solution, mais en quoi est-ce qu'on sera pays solution si seulement on ne développe pas des alternatives crédibles, si on ne développe pas des alternatives sérieuses qui permettra à ce que la RDC puisse effectivement être positionnée comme ces leaders environnementaux, comme ces leaders solutions par rapport aux énergies renouvelables. Mais il faut voir la cartographie, la RDC est parmi les pays les plus bénis. En hydroélectricité simplement, parce que c'est vrai, l'hydroélectricité, nous ne soutenons pas généralement les grands barrages, parce que c'est aussi des projets à problème. Mais nous sommes pour l'exploitation de toutes les ressources hydroélectriques de plus de 100 000 MW qu'il y a à travers le pays, à travers des solutions décentralisées. Ça, c'est la meilleure des choses. Écoutez, au-delà de l'hydroélectricité, nous avons le solaire. J'aime toujours le dire, le plus faible potentiel solaire de la RDC est plus que le plus grand potentiel solaire de l'Allemagne. Alors que l'Allemagne, aujourd'hui, dans son mix énergétique, il y a le solaire qui bat son plein. Donc pour dire que nous avons des alternatives en énergie renouvelable. Et pour moi, c'est une opportunité qu'a la RDC. Aujourd'hui, si elle est ambitieuse, dans le sens d'effectivement développer ces alternatives qu'il faudra, elle peut bien se positionner de par le monde. Et peut-être pour finir, je dirais, pourquoi on veut se précipiter aujourd'hui en 2022 pour aller vers les énergies fossiles. Mais de plus en plus, le monde est en train d'abandonner des investissements dans les énergies fossiles. Dans les années qui viennent, déjà aujourd'hui, il y a des projets des énergies du pétrole qui ne sont plus financés. Aujourd'hui, en 2022. C'est-à-dire que l'attention est plutôt focalisée aux alternatives. Mais maintenant, nous, on veut exploiter, on vient de lancer il y a quelques jours les appels d'offres. C'est-à-dire que pour voir le premier baril être exploité en RDC, déjà, de par ce processus, il faut voir entre 10 à 15 ans. Situons-nous. Aujourd'hui, en 2022, déjà, il y a de moins en moins les investissements dans les énergies fossiles. D'ici 15 ans, ce sera quoi le cas? C'est comme ça que nous interpellons le pays à ne pas aller dans ce que nous appelons les actifs échoués. Ils vont mettre beaucoup d'argent et cela ne va pas produire. Et ça sera par contre des dettes que nous, Congolais, nous, populations, serons appelés à payer. Donc j'interpelle justement nos autorités, j'invite nos autorités à voir comment est-ce qu'elles doivent jouer sa part justement comme étant pays solution. Parce que les ressources ne viendront pas que du pétrole. Depuis toutes ces années, on vit, il n'y avait pas le pétrole. D'ailleurs, les pays qu'on cite, même ici en Afrique, l'Angola, l'Ouganda, le Nigeria, etc., le pétrole ne leur a pas permis de se développer. Donc il y a des alternatives crédibles qui peuvent aider le pays justement à bien se positionner en tant que leader, mais aussi à créer des ressources qu'il faut. Merci. Okay, je pense que ça sera peut-être ma dernière question. Il y a M. Olivier Ndolé qui a parlé de la loi sur les hydrocarbures qui interdit l'exploitation du pétrole dans les zones protégées. Est-ce que nous pourrions avoir des précisions par rapport à cette loi? Oui, exactement, c'est l'article 155 qui dit expressément qu'aucune exploitation du pétrole ne peut s'effectuer, ni l'exploration ni l'exploitation dans les aires protégées. Mais au-delà de cette loi-là, même la loi sur la conservation de la nature, à son article 25, donc ça interdit aussi l'exploitation du pétrole, même l'article 74. Et donc il y a des bases juridiques fondamentales qui interdisent et qui n'ont jamais été ni révisées et qui, à ce stade, nous constatons qu'il y a des blocs pétroliers qui sont mis à vente aux enchères, mais qui violent cette législation qui existe en République démocratique. Même la loi sur l'environnement, même dans les processus, comme vous le savez, à partir, si vous voulez, de l'article 7 à 9, on pose le principe des consultations du public, la participation et l'accès à l'information d'intérêt public, ce qui n'a pas été fait. Par exemple, moi je viens du Nord Kivu, je n'ai aucune information par rapport aux questions des blocs gaziers sur le lac Kivu. Je n'ai aucune information. Pourtant, notre République me garantit ces droits-là d'accéder à l'information et d'intérêt public. Mais aussi, si vous voyez la même loi détermine qu'il faut privilégier l'exploitation
pour l'intérêt présent et futur. Mais déjà, tous les blocs sont mis à vente, tous les blocs en un coup. Qu'est-ce que nous allons léguer pour les générations futures? C'est pour cela, je pense qu'il faut interroger ce que dit la loi, il faut interroger les politiques passées et aussi s'inspirer par exemple de l'exemple de Moanda. Qu'est-ce que Moanda a contribué par rapport au budget de l'État? Et qu'est-ce que les paysans, en faisant l'agriculture, en faisant la pêche, qu'est-ce qu'ils ont donné, si vous voulez, au budget de l'État pour que la République puisse peser les pour et les contre, les intérêts. Mais aussi, on a dit la santé. Est-ce qu'entre la santé des paysans, la santé des Congolais et les intérêts des multinationales qui vont exploiter ce pétrole, qu'est-ce qui est de plus cher, qu'est-ce qui est d'intérêt public par rapport, si vous voulez, à la République? Ce sont des questions qu'on se pose. Okay. Alors, permettez, je voudrais vous dire une chose. Hein. Vous devez aussi tenir compte du modèle économique assorti de ces appels d'offres. Quel est ce modèle économique? Moi, je crois que c'est le même modèle qui continue aujourd'hui. Le modèle économique minier, le modèle économique des barrages Inga 1, Inga 2 et le modèle économique de l'exploitation pétrolière à Moanda aujourd'hui. Ce sont des modèles qui ne sont pas pro-pauvres. Ce sont des modèles qui n'ont jamais réduit la pauvreté à la République démocratique du Congo. Plus de 30 ans aujourd'hui. Vous comprenez? Et donc, moi je crois que les membres du gouvernement ont la capacité de réfléchir sur cette question. Si ça ne marche pas, allons à l'université, demandez aux professeurs de mathématiques, tout ça. Dites-nous quel est le modèle économique dans ce contexte de changement climatique. C'est grave, c'est nécessaire. Monsieur Apollinaire, vous venez de Moanda. Et il n'y a pas longtemps, le gouvernement venait de mettre à la disposition du territoire de Moanda 10 millions de dollars américains dans le cadre, bien sûr, des activités ou des projets pro-pauvres. Mais accordons quand même du crédit à ce gouvernement qui commence à avoir une gouvernance quand même aussi encourageante par rapport à ce secteur de blocs pétroliers. Quand vous avez donné cet exemple-là de 10 millions, nous avons ri. Et il faut rire. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Moanda. Moi, j'ai été à Moanda. Il n'y a aucune route. Mais les choses vont changer effectivement. Il n'y a aucune avec, route ces après combien d'années d'exploitation? Plus de 50 ans. Le gouvernement s'est ressaisi, il faut le dire ainsi. Vous allez à Moanda, il n'y a pas d'électricité sauf pour les bâtiments de la société qui exploite là-bas. On devrait avoir honte de prendre ça vraiment comme exemple. C'est se moquer des Congolais. Après autant d'années d'exploitation, vous donnez ça comme exemple? Non. Il y a des alternatives. Vous avez parlé des alternatives. Dans les années 60-65, le pays ici était connu pour être producteur de cacao, producteur de coton, producteur de café. Nous étions des premiers producteurs. Allez demander aux Sénégalais, ils sont reconnus aujourd'hui au monde, ils font le budget de leur pays avec quoi? Demander aux Ivoiriens, ils font avec quoi? C'est avec le cacao. Nous ici, nous avons un pays où nous pouvons tout cultiver, tout ça, avec beaucoup de succès, parce que nous l'avons déjà fait. Si vous allez à l'Équateur, vous allez voir que tous ceux qui avaient cultivé là-bas, ils ont laissé abandonner les plantations qu'ils ont là, parce que les gens veulent de l'argent frais qu'on peut utiliser directement. On ne veut pas investir. Nous avons beaucoup d'alternatives, notamment dans l'agriculture, où nous pouvons faire développer des filières de café, développer des filières de cacao. Ce sont ces filières aujourd'hui qui font la fierté des pays qui sont aux alentours de nous. Pourquoi nous voulons des choses simples, prendre seulement l'argent pour que demain cela puisse retomber sur la tête des pauvres Congolais? Alors, en fait, vous me posez la question de savoir les 10 millions. Oui. Mon cher ami, nous sommes en train de prier pour que la paix continue dans notre zone de Moanda. Nous sommes en train de prier pour que nous ne puissions pas nous séparer entre nous. Parce que les 10 millions, depuis lors, nous n'avons jamais vu ça. Mais ça n'a pas des effets chez nous. Allez poser la question à l'administrateur du territoire, il n'a rien vu. Jusque-là, nous sommes en train de discuter entre nous. Rien n'est palpable. Mon cher frère, ce sont des questions essentielles. Vous savez que nous devons nous-mêmes aussi, notre gouvernement doit aussi nous dire combien de barils sont produits au niveau de Moanda. Combien?
Publier ça parce que lui-même, l'OCC est en train de vérifier ou un monsieur du gouvernement congolais vérifie, il est à la source. Mon cher ami, allez-y poser la question si nous sommes capables de le faire, on vous dira. Mais je pense que jusque-là, nous ne sommes pas capables de comprendre aujourd'hui combien de barils a été produit dans Mwanda. Nous ne sommes pas encore capables. Donc c'est pour vous dire que c'est un secteur où, comme je l'ai dit, un secteur de passé, un secteur qui n'est pas pro-pauvre. Arrêtons, faisons autre chose. Demandez aux amis de l'université de nous proposer le modèle économique qu'il faut et que le gouvernement n'a qu'à se saisir. Dernière question à tout le monde. Les 10 millions n'existent pas encore. Nous n'avons jamais vu ça. Dernière question avant de passer à la deuxième thématique qui va parler essentiellement de la politique énergétique. Olivier Ndolé, le gouvernement a lancé les appels d'offres. On est encore à l'étape du lancement et il faut que les soumissionnaires puissent se manifester. Quelle est aujourd'hui, j'ai dit la question à tout le monde, vous allez vous compléter, la position de la dynamique pôle pour freiner, disons-le comme ça, cet élan du gouvernement à pouvoir exploiter les hydrocarbures en République démocratique du Congo? Oui, je pense que comme vous l'avez dit, ils ont lancé et la population, y compris les organisations, ont donné leur position par rapport à cela, des positions qui sont fondées sur les lois de la République, sur les politiques nationales et sur même les intérêts des communautés locales. Nous pensons que le gouvernement pourra nous attendre. Et à côté de cela, comme vous le savez, nous savons que nous sommes dans un État démocratique et le gouvernement veut chercher de l'argent pour l'État. Et quand on dit l'État, l'État symbolise 3 éléments. Nous avons une population qui s'est exprimée et qui continue à s'exprimer. Nous avons un gouvernement et nous avons un territoire. Et ce territoire-là qui constitue la source de développement économique pour les communautés, la source pour l'habitat de ces communautés et la source, si vous voulez, des moyens de subsistance parce que nous tirons toutes les ressources pour les moyens de survie de cette terre-là. Et cette communauté a exprimé sa voix pour dire nous pouvons contribuer comme nous le faisons sur le budget de l'État sans que vous ne puissiez nous priver de nos terres et pas les donner à des multinationales. Et je pense que le gouvernement pourra toujours nous écouter par rapport à ces arguments que nous avançons. Au-delà de cela, au-delà de cela, je crois que les lois de la République nous donnent d'autres voies légales qui sont mises à notre disposition par rapport à nos lois et par rapport aux intérêts qui sont par devant nous et même des intérêts des mécanismes institutionnels. Et je pense que nous ne serons pas fatigués et la population ne va pas se fatiguer pour que le gouvernement puisse les attendre par rapport à cette question-là. Justin? Oui, pour nous, il est clair, ces blocs-là ne vont pas profiter aux populations. Pourquoi nous le disons? Parce que nous avons un exemple de l'exploitation du pétrole au Congo central à Mwanda. Ni route, pas d'électricité, trop de pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les multinationales. Les multinationales qui en profitent. Les populations restent pauvres. Pire, ils subissent même des impacts négatifs qui causent des maladies aux populations qui meurent. Donc nous voulons que vraiment l'État puisse prendre le temps de réfléchir sur les alternatives et nous sommes là pour aider l'État à réfléchir sur les alternatives crédibles pour que la situation de nos populations puisse changer. Ça ne va pas changer avec le lancement de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Alors, Apollinaire? Oui, j'ai suivi là les membres du gouvernement dire qu'ils vont produire des pétroles sans pourtant déranger l'environnement. Ils ont dit qu'ils vont amener beaucoup d'argent dans le trésor public. Je serais très heureux si ces gouvernements, les membres du gouvernement, nous produisent l'étude qu'ils ont fait en termes, l'étude de faisabilité en termes économiques et rentabilité financière et l'étude en termes d'impact environnemental et social. C'est important et peut-être ce sera un nouveau modèle qu'ils vont nous proposer. Et ce modèle pouvait bien être capitalisé par la communauté internationale et que tout le monde pourra reprendre avec les énergies fossiles.
Emmanuel Moussouyou, en plus bref. Oui, en fait, je dirais que je suis resté triste depuis les jours où j'avais suivi le point de presse de Madame la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre de la Communication et des hydrocarbures, qui tous semblaient dire que les gorilles ne sont pas, ou la forêt ou les gorilles ne sont pas plus importants que les hommes. Mais je pense qu'il est important de noter que l'écosystème, parce qu'on parle de l'écosystème, c'est au fait cet ensemble formé entre, n'est-ce pas, les êtres vivants et son environnement. Donc on a besoin de ces forêts, on a besoin de ces gorilles, on a besoin de tout ce qu'il y a dans l'environnement pour que nous, les êtres humains qui semblent être les plus importants, puissions vivre. Donc en termes brefs, je dirais que j'ai confiance et je sais que le chef de l'État, dans sa politique, rien n'a été changé. Il est dans sa politique de peuple d'abord. Hein. Je pense que c'était ça même son slogan. Le peuple d'abord veut dire qu'il doit prendre des décisions qui est à l'avantage du peuple. Il ne doit pas prendre des décisions populistes, permettez le terme, parce que les chiffres qui sont présentés, c'est souvent des chiffres propagandistes. Le 200 000 milliards de dollars, il dit qu'il faut une étude qui prouve cela, mais généralement, c'est comme ça que les multinationaux viennent pour gagner la confiance des uns et des autres, mais en réalité, au fond, rien n'échange, il n'y a pas d'emplois qui sont créés de façon durable, il n'y a même pas ces ressources qui viennent renflouer les caisses de l'État. Donc j'ai confiance que le chef de l'État prendra des décisions qui aideront la RDC à être effectivement pays solution. Merci Emmanuel, merci à Apollinaire, merci Justin, merci à Olivier. Merci également à vous, Madame, Messieurs, d'avoir suivi cette première partie consacrée à la vente des blocs pétroliers par la RDC. Nous passons à la deuxième thématique qui concerne donc la politique énergétique de la RDC. Voilà pourquoi je passe donc le flambeau à mes confrères et consoeurs Tati et puis Ferran Toumba qui vont devoir animer cette deuxième partie qui est consacrée à la politique énergétique de la République démocratique du Congo. Mais nous gardons les mêmes invités qui vont devoir développer cette nouvelle thématique. Bienvenue dans cette antenne spéciale, deuxième partie liée à la problématique d'accès à l'énergie électrique ici en RDC. Un petit rappel des faits. Lors du premier forum sur l'énergie tenu à Matadi en août 2019, le gouvernement de la RDC a promis au fait l'accroissement du taux de desserte en énergie électrique de 30% d'ici 2030. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avancées? Monsieur Emmanuel Moussouyou, est-ce qu'on peut avoir une idée, la position de votre corporation par rapport à ça? Ok, merci beaucoup. Vous avez cité le forum de Matadi. C'est vrai que depuis lors, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avancées qui sont enregistrées, mais on peut ici reconnaître que depuis l'arrivée de l'actuel chef de l'État, il y a quand même eu des signes qui peuvent promettre. Ça veut dire quoi? La loi a été promulguée depuis 2014 et cette loi envisageait la création de deux structures importantes qui sont donc l'autorité de régulation pour le secteur de l'énergie et l'ANSER qui est l'agence pour l'électrification en milieu ruraux et périurbain. Nous avons vu que ces deux structures étaient créées, mais aussi nous avons vu que ces deux structures sont aujourd'hui opérationnelles. Et coup de chapeau au travail que nos amis sont en train de faire, ou voilà déjà l'ANSER qui est en train de se déployer au niveau des différentes provinces. Nous pensons que c'est quand même quelque chose de bien. Bien qu'il y a encore beaucoup de choses, n'est-ce pas, à signifier, il y a encore beaucoup de problèmes qui restent d'actualité, comme par exemple aujourd'hui nous restons très inquiets par rapport aux problèmes de fiscalité dans le secteur. Toutes les entreprises qui fonctionnent sont en train de se plaindre tous les jours. La société Virunga, qui aujourd'hui est parmi les sociétés importantes qui sont en train d'alimenter la province par exemple du Nord Kivu, sont en train de se plaindre de cette problématique de la fiscalité. Mais aussi, il y a ce problème, n'est-ce pas, de l'installation de toutes ces structures créées dans toute la province pour rapprocher, n'est-ce pas, l'administration aux acteurs au niveau local. Peut-être un autre problème que je peux soulever ici, c'est aussi ce problème lié à l'application même de la loi en ce qui concerne le principe de la décentralisation du secteur. Parce que
il y a eu plusieurs innovations, n'est-ce pas, qui ont découlé de la loi de 2014, dont entre autres la libéralisation du secteur et n'est-ce pas, la décentralisation. Du côté libéralisation, comme je le disais tout à l'heure, bien qu'ANSER existe, autorité de régulation, mais il y a très peu d'acteurs efficaces ou très peu grands acteurs qui sont venus dans le secteur pour investir. Je pense qu'il y a aussi des préalables à voir, d'une part. Et d'autre part, concernant la décentralisation, il existe un sérieux problème. Beaucoup d'autorités au niveau des provinces ne connaissent pas la loi, ne connaissent pas qu'ils sont capables aujourd'hui de booster le développement du secteur énergétique dans leur province. Donc ça fait partie des problèmes. On ne va pas tout dire. Je pense que mes collègues pourront aussi peut-être compléter. Oui, Monsieur Justin, vous avez lancé il y a quelques mois la campagne Toboy Molili. Où est-ce que vous en êtes? Oui, Toboy Molili, Tolembi Molili, nous continuons à les crier parce que c'est quand même un peu malheureux de constater que plus de 50 ans après l'indépendance, quand vous rentrez dans vos villages, vous risquez de les trouver à l'état où vos grands-pères les avaient laissés. Hein? Surtout particulièrement au Grand Équateur, Grand Bandundu, Grand Kassai, c'est resté le même village où les gens sont nés dans les noirs et ils sont morts dans les noirs. Donc, ce que nous disons, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons parce que des citoyens honnêtes vivant à ces siècles-ci ne peuvent pas accepter. Et par rapport à toutes les possibilités dont dispose la RDC, que nos villages soient encore dans les noirs. C'est vraiment malheureux si nous en parlons. Nous parlons de Toboy Molili. On ne devait pas dire parce que ça aurait dû être une des préoccupations premières de l'État. C'est-à-dire de donner de l'énergie, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. C'est comme ça que vous allez dans nos villages, il n'y a ni route, ni école, ni centre de santé. C'est parce que d'abord, l'énergie qui aurait dû soutenir toutes ces infrastructures n'existe pas. Donc, nous continuons à le dire que l'État doit faire des efforts pour que de l'énergie puisse arriver dans nos villages. Et à la première question, quand vous parliez de forum de Matadi, le forum de Matadi aujourd'hui comme résultat phare, on peut dire la mise en œuvre de l'arrêt de l'ANSER. Mais sur le plan opérationnel, l'ANSER a mis en place un fonds qui avait besoin de 500 millions de dollars. Pour un pays comme la RDC, quand vous attendez tout ce qu'on nous dit dans l'actualité, l'IGF fait des choses et tout ça, ne sommes-nous pas capables de donner à l'ANSER 500 millions de dollars pour aider les pays à s'électrifier? On a fait les programmes de développement des territoires, 145 territoires. On prend le volet énergie, on donne ça, je ne sais pas à quelle structure. Mais l'ANSER, depuis qu'elle a été mise en place, ne travaille que pour l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Pourquoi ne pas confier la coordination de ces fonds-là, voler électricité à l'ANSER? Il y a aussi le problème de cohérence dans ce que nous faisons. Nous mettons en place une structure, nous voulons que la structure puisse aider à ce qu'il y ait électrification rurale, l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Mais il y a un fonds qui est mis là-bas, donné à ces structures-là pour faire le travail. Donc c'est aussi au niveau de cohérence qu'il y a entre les politiques et la manière de les appliquer qui pose aussi problème. C'est vrai que nous considérons que l'État a fait un effort en mettant en place ces deux structures, mais il faut leur accorder les moyens dont ils ont besoin pour que ces structures puissent fonctionner. Voilà un peu, en gros, ce qu'on peut dire par rapport à l'après-Matadi. On ne va pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Quelque chose a été fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que nous puissions vraiment continuer, donner à l'ANSER qui est géré par des gens très dynamiques, cette opportunité-là de faire la mission pour laquelle elle a été mise en place. Désinvestir dans le combustible fossile et prioriser les sources de production à faible émission de carbone, c'est l'une des 9 exigences de la dynamique pôlée pour répondre justement aux besoins de population, des communautés. Alors moi je me demande, les besoins des communautés, elles passent également par la réalisation de grands projets industriels, manufactureux et bien plus encore, qui ne peuvent réussir qu'avec, on va dire, la présence ou
la propulsion des énergies à grande échelle, je veux dire des grands barrages. Or, je sais que Paul est contre ce genre de travaux. Vous priorisez les micro-barrages. Est-ce que si on avait aujourd'hui des micro-barrages, que les micro-barrages pourront être à mesure d'alimenter ces projets qui pourraient résorber, on va dire, le chômage et résoudre des problèmes ou les besoins des communautés comme vous plaidez tout le temps là? Oui, oui. Souvent, il faut faire très attention aux multinationales. Ils viennent avec beaucoup de propagande. On dit non, des grands projets pour créer l'emploi, on a parlé de 700 000 emplois. Nous avons été à Zongode, on est monté sur tous les niveaux de Zongode, on a vu très peu de gens. Quand nous sommes arrivés au dernier niveau où il y avait les ingénieurs, on a dit mais pourquoi il y a très peu de gens? Il dit non, avec la technologie actuelle, une centrale hydroélectrique n'a pas besoin de beaucoup de gens. Donc, c'est pour dire qu'il faut faire les distinguos entre les chiffres qu'on vous donne, la propagande que vous suivez à la télé. Ça va créer autant d'emplois, ça va créer autant. La technologie actuelle n'a pas besoin de beaucoup de gens pour faire fonctionner le truc. En plus, aujourd'hui, les énergies renouvelables peuvent être utilisées dans tous les domaines et pour des machines, des infrastructures de n'importe quel niveau. On n'a pas besoin d'avoir uniquement une centrale de 5-10 000 MW pour que ça puisse fonctionner, l'extraction minière. On peut le faire avec les petites centrales qu'on a et même les solaires combinés avec l'hydroélectricité. Tout ça, c'est possible aujourd'hui. Regardez dans d'autres pays comme le Mali, il y a des pays qui utilisent les énergies renouvelables pour faire fonctionner les industries minières. Il faut arrêter avec cette propagande de mauvais goût qui donne l'impression que les Congolais ne voient pas le monde comment il fonctionne aujourd'hui. Okay. On peut utiliser les énergies renouvelables pour faire fonctionner des grandes industries et même des industries minières. Des exemples existent. En fait, madame, je disais tantôt que le secteur des hydrocarbures n'était pas à propos. En fait, je voudrais vous donner un exemple pratique. On demande aux pêcheurs de Mwanda de ne pas pêcher dans une zone quelconque parce qu'il y a l'exploitation pétrolière. De ne pas pêcher dans cette zone-là. Mais curieusement, cette zone-là regorge de poissons. Donc, ils ne peuvent pas aller pêcher là-bas. Ils doivent aller pêcher ailleurs. Donc, vous comprenez qu'à ce moment-là, ces pêcheurs n'aura pas de poisson pour vendre. Il a un problème de revenu. Il a un problème de revenu. Mais, attendez, il a un problème de revenu. Mais au fait, un deuxième problème, c'est que l'exploitation pétrolière est en train de polluer son environnement. Et comme conséquence, les poissons se migrent. Et ils doivent migrer pour aller chercher l'environnement sain. Ailleurs. Comme conséquence, il n'y a plus de poissons. Les poissons se raréfient de plus en plus dans la zone. Vous comprenez que ces pêcheurs, il n'est pas engagé dans la société pétrolière. Il en subit les conséquences. Et comme conséquence, son revenu diminue. Et il va vers la pauvreté. Et demain, s'il décide de faire arrêter des machines, de saboter et des choses, on l'arrête. Mais c'est là, pourquoi? Parce qu'il veut s'exprimer. Et la communauté, quand vous êtes dans cette zone, les gibiers n'existent plus. C'est pour dire que ces villageois ne feront plus la pêche. Ni la chasse. Donc vous lui avez ravi le moyen de mobilisation de son revenu. Donc tout ça. Mais quand vous avez un projet de proximité qui n'affecte presque pas le droit des communautés, ça va contribuer à son développement. Ça va contribuer à son développement. Et c'est ça, au fait, les problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit désinvestir dans le fossile pour accroître dans les énergies renouvelables alors de proximité. Donc je disais à M. Emmanuel de nous dire si les louanges ou les mérites qu'il a octroyés à la création de Anser et de Ar sont à mettre également. On doit aussi citer parmi l'opérationnalisation prochaine du barrage des Zongo. Est-ce que cette façon de faire va dans le sens
faire bien les choses comme vous le disiez tantôt, est-ce que ça va résoudre la question de desserte qui est faible ici à Kinshasa pour l'énergie électrique? Il y a une précision que je voudrais donner, madame, c'est que la finalisation en fait, des travaux autour des Zongo ne dépend pas ni de l'ANSER ni de l'ARE. Okay. L'ARE, c'est l'autorité qui est chargée de la régulation dans les secteurs. L'ANSER, c'est l'agence qui a été créée pour promouvoir l'électrification en milieu rural. Zongo, c'est un projet, c'est un barrage de la SNEL. La SNEL est une société commerciale. Donc voilà, il n'y a pas de lien entre ces structures telles que vous avez citées. Mais je pense qu'il est important de noter que, pour revenir à votre question précédente, c'est que nous, il est vrai que nous encourageons le développement des projets décentralisés. Quel que soit le type d'industrie qu'on veut, n'est-ce pas, développer en RDC, tout dépend de la capacité. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez parlé de Zongo. Juste à côté de Zongo, il y a un barrage que nous appelons le barrage de Sanga. Ce barrage n'a une capacité de produire que 12 MW. Aujourd'hui, il y a peu, on a mené une étude sur ce barrage. Il n'était capable que d'ajouter 6 MW dans le réseau SNEL. Mais ces 6 MW-là a été injecté dans un réseau qui alimente les entreprises minières. Et donc, ce que nous essayons de dire, c'est que le grand barrage, le grand projet énergétique, quand ils sont érigés, c'est comme Inga par exemple, c'est beaucoup de kilomètres et des lignes de transmission qui sont construits, qui demandent tout d'abord beaucoup d'argent et qui passent sur les toits des communautés. Ces populations dans le Kasaï, le long du Bandundu, pour atteindre, n'est-ce pas, le Katanga, même dans le Congo central, il y a des kilomètres et des kilomètres. Les lignes sont passées sur le toit des communautés sans que ces communautés n'aient accès à l'énergie. Par contre, quand on s'engage dans des projets décentralisés, il y a une possibilité qu'il y ait une bonne coordination pour que tout soit mis en réseau. Et ça peut faire fonctionner n'importe quelle industrie. D'ailleurs, on aime bien parler de Virunga, mais Virunga est aujourd'hui parmi des exemples vraiment sur lesquels nous jetons de fleurs, parce qu'aujourd'hui, à Rutshuru, je peux vous assurer que la communauté qui vit à Rutshuru a une bonne qualité d'énergie et même le temps, 24 heures sur 24, que vous qui êtes à Kinshasa. C'est ça qui peut apporter le développement. Et nous pensons que des projets décentralisés, des micro-barrages, des projets solaires, c'est ça qui peut vraiment faciliter le développement de la RDC parce que ça booste l'économie à partir de la base pour qu'il y ait des incitations, même au niveau, n'est-ce pas aujourd'hui qu'on est en train de parler de Kinshasa, la ville est saturée, etc. Mais c'est parce que dans les villages, mon collègue était en train de dire que dans votre village, si vous rentrez, c'est tel que vos ancêtres avaient laissé. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont rester faire là-bas? Ils doivent venir à Kinshasa, il y a un peu de lumière. Mais imaginez que nous développons des projets énergétiques à ce niveau-là. Ils viendront faire quoi à Kinshasa? Parce qu'ils auront de l'énergie, ils auront des activités économiques. Ça va faciliter les familles à avoir des moyens. Ça va même aider à ce que ces familles puissent avoir la capacité de payer de l'énergie. Et ça va limiter l'exode rural. Alors pour revenir à M. Olivier, vous êtes à Goma, vous venez de Goma. On parle tantôt de mérite, en tout cas on parle des mérites de la Fondation Virunga. Nous avons appris que Virunga effectivement permet le développement de micro-projets, de chocolateries par exemple vers le parc. Moi, je voudrais savoir, est-ce que ces barrages ou cette micro-centrale de Virunga est à même de produire, d'alimenter un gros, on va dire, une industrie vraiment à grande échelle. Ça peut faire ça aujourd'hui, parce qu'il y a des emplois, on va dire, des emplois, on peut dire quantifiables, de nombreux emplois qui résultent de la Fondation Virunga. Je dirais que par rapport, si vous comparez Inga, pour la construction, c'est autant d'années, alors que la Fondation Virunga n'a réalisé que ces micro-barrages d'appel d'État. Mais pour répondre à votre préoccupation, c'est qu'actuellement, dans la ville de Goma, il y a plus d'industries, de petits investissements agricoles fondés sur l'économie rurale. C'est-à-dire non seulement dans les retours, comme Emmanuel l'a dit, mais dans la ville de Goma, actuellement, même la construction de nos routes sont effectuées actuellement à l'aide de l'électricité produite par, si vous voulez, les barrages de Mated, c'est-à-dire Virunga Foundation, y compris peut-être pour, par exemple, même la société Nour, qui a aussi des centrales photovoltaïques,
ça produit et c'est utilisable par rapport à la production des investissements agricoles en termes de production de jus. Et actuellement, par exemple, dans la ville de Goma, il y a plusieurs petites industries en termes de production agricole, en termes de production, par exemple, des emballages biodégradables qui fonctionnent. Ce sont des grosses usines qui fonctionnent à l'aide de cette énergie-là. Par exemple, les chocolateries, pour produire les chocolats, ce n'est pas une petite industrie. C'est juste vers Moutouanga là-bas, c'est un microcentral qui nous aide à produire tout cela et qui aide même à faire décoller l'économie locale. Et en termes d'emploi, est-ce que vous savez qu'au niveau juste de Virunga Énergie, il y a plus de 15 000 emplois qui sont créés et qui encadrent actuellement les jeunes qui sont sortis des forces et groupes armés. Mais aussi si vous allez par exemple dans les chaînes, dans les chaînes de froid, actuellement au niveau de la ville de Goma, par exemple les mamans qui s'occupaient par exemple des activités en termes de production de braises et autres, sont actuellement en train de faire par exemple la vente des poissons parce qu'il y a des chaînes de froid qui sont mises à la disposition de ces mamans-là et qui utilisent, qui font la conservation et qui font même le chauffage pour d'autres activités économiques. Et ça contribue non seulement à la fois au niveau de l'industrie, parce que c'est ça aussi le dilemme pour par exemple les gros investissements en termes de barrages. C'est juste pour les grosses multinationales, pour les industries minières, mais qu'est-ce qui est donné à la population locale pour leur permettre aussi de faire décoller leur économie et contribuer au budget de l'État. Donc en termes d'emplois directs, il y a plus de 15 000 emplois directs qui sont créés grâce à l'électrification, comme vous le savez très bien. Il y a par exemple les gens qui doivent construire les barrages, il y a les gens qui sont amenés au niveau par exemple des distributions du courant, il y a d'autres qui ont ouvert des cabines en termes, si vous voulez, de vente du courant. Donc il se développe des économies pro-pauvres, des économies alternatives, avec la possibilité de faire décoller non seulement les entités, parce que la ville de Goma actuellement, non seulement électrifiée, mais aussi elle produit, mais aussi pour les communautés locales, ils développent d'autres alternatives pour servir de résilience économique et sociale. Je voulais dire un mot au sujet de Zongo pour faire lancer un SOS en faveur de Zongo. Quand vous arrivez à Zongo, il y a deux centrales qui s'appellent Zongo. Il y a Zongo 1 et Zongo 2. Zongo 1 a été mis en service pendant les années 50 et autres. Aujourd'hui, il est dans un état de dégradation très avancé. Nous profitons de cette émission pour lancer un SOS au gouvernement pour que le gouvernement puisse aider la SNEL à réhabiliter Zongo 1. Parce que pendant longtemps, Zongo 1 a aidé, surtout Kinshasa ici, à avoir de l'électricité. L'état actuel de Zongo, où l'eau même commence à entrer dans la centrale, constitue un danger pour nos valeureux ingénieurs qui sont à Zongo. S'il vous plaît, la SNEL, s'il vous plaît, l'État congolais, essayez de nous aider à réhabiliter Zongo 1. Il est dans un état de délabrement trop avancé et c'est devenu même un danger pour les ingénieurs de la SNEL qui sont sur place. Ils ne dorment plus, ils doivent être là pour veiller à ce que cette centrale-là ne s'écroule pas. Donc en tout cas, aidez-nous à réhabiliter Zongo 1. Il est dans un état inacceptable. Je reviens sur la question relative au projet de construction des centrales photovoltaïques à travers les pays. Le président de la République, il y a une année ou 2 ans, il est allé inaugurer un grand parc photovoltaïque au plateau de Bateke et les herbes ont repoussé sur le site. À Kassa, il y avait également, à Kananga, il y avait également un grand projet qui avait l'air de tenir. Monsieur Manuel, qu'est-ce qui fait que ces genres de projets ne puissent pas s'inscrire dans la durabilité? Oui, avant de passer la parole à Emmanuel, c'est également là aussi un élément sur lequel nous interpellons le gouvernement. Le président de la République arrive
et pose la première pierre. Nous participons à la validation des études de faisabilité. Tout est OK, le ministère est là. Mais au niveau de l'administration, ça bloque encore, alors qu'un projet comme ça, mis en place, soit première phase 400 MW et deuxième phase 600 MW, jusqu'aujourd'hui, la société n'a pas encore obtenu toutes les permissions possibles pour passer à l'action, alors que ce sont des projets qui auraient pu, en très peu de temps, aider la population à avoir l'accès à l'énergie. Voilà encore des problèmes qui constituent de goulots d'étranglement qui font que le secteur ne se développe pas. Là aussi, nous demandons au chef d'intervenir pour dire à l'administration de nous aider à ce que la société qui est venue pour nous aider puisse se mettre en place rapidement et nous implanter cette infrastructure. Emmanuel, excusez-moi pour ça. Ok, moi je veux juste revenir sur la question de micro-barrage. Je voudrais que tu puisses nous rassurer, Emmanuel, que vous avez tantôt dit qu'il y a toujours des impacts sur l'environnement pour des travaux de grande envergure. Est-ce qu'avec les micro-barrages, nous n'avons vraiment pas d'inquiétude à nous faire quant à l'impact sur l'environnement? Merci. En fait, je crois que les amis des Zongo ne regrettent pas du tout, mais il y a un barrage qui a beaucoup servi Kinshasa. Et les amis de Matebe, le barrage contribue à promouvoir une économie de proximité. Et donc, les micro-barrages, ce sont des énergies qui contribuent à la promotion des économies de proximité. Vous savez, la République démocratique du Congo est composée de provinces. Si et seulement si chaque province est développée et que chaque province, selon la loi relative à la décentralisation, chaque gouverneur de province pouvait se doter de sa politique énergétique ou de son programme énergétique pour booster l'électricité dans sa province, je crois que toute la République démocratique du Congo sera électrifiée et que les économies de proximité seront promises. Donc, nous pensons que dans ce sens-là, c'est mieux. Un. De deux, c'est que ce ne sont pas des infrastructures qui nous prennent beaucoup de temps. Mais si tu veux construire Grand Inga, c'est peut-être 15 ans ou plus, et avec des milliards. Mais quand vous lisez le programme de développement de 145 territoires, vous verrez quelques 5 millions, quelques 500 millions prévus pour les barrages. Mais nous prions que les chefs de l'État et le gouvernement congolais puissent faire que ces barrages de proximité soient réalisés. Et ces programmes ont comme motivation réduire les inégalités entre les provinces de la République démocratique du Congo. Et donc, je crois que ça va résoudre les problèmes. Là, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. 1 minute à chacun de vous. Quel est le message fort que vous lancez à la population congolaise et au gouvernement concernant surtout la problématique d'accès à l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire national? 1 minute à chacun. Merci beaucoup. Rapidement, je dirais que la seule chose que je vais demander aux autorités, c'est de prendre en considération ce que la société civile a produit, la société civile et les communautés locales ont produit comme vision pour le développement du secteur de l'énergie. C'est une vision qui est axée sur 9 exigences, comme on le disait avant, dont le premier est celui de voir l'amélioration du taux d'accès à l'énergie en RDC. Et de là, de par les analyses, nous avons, n'est-ce pas, pu constater que d'ici 2030, toute la population congolaise peut avoir accès à l'énergie, au moins au niveau 1 et 2. Le niveau 1 et 2, c'est le niveau où un ménage a la possibilité de charger son téléphone, d'avoir une petite télévision, de faire des activités basiques. Et d'ici 2030, encore une fois de plus, la population, 50% des populations peut avoir accès à l'énergie à partir du niveau 3 au-delà. C'est là que les gens auront la capacité de tout faire avec l'énergie. Cette vision, une fois de plus, a comme exigence de voir que cet accès à l'énergie, c'est vrai que des fois c'est comme une chanson, mais accéder à l'énergie n'est pas simplement accéder à la lumière, mais c'est aussi accéder à des activités économiques, accéder à des possibilités pour que l'économie soit boostée. Et puis voilà, c'est aussi, n'est-ce pas, le fait d'améliorer la gouvernance du secteur, de promouvoir la décentralisation énergétique pour donner accès pour tous à l'énergie. Je pense que c'est le message que je donnerai aux autorités, de prendre en considération cette vision
qui pourra aider à ce que, n'est-ce pas, les communautés deviennent autonomes et qu'elles développent des ressources à partir de la base. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, chers auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette production. Une émission réalisée avec Dynamique Polé. Dynamique Polé qui est un réseau qui travaille dans le cadre de la promotion de l'accès à l'énergie électrique. Et on a eu à aborder 2 thématiques. Le premier sujet a porté sur l'attribution des blocs pétroliers. Et puis là, on est dans la deuxième partie en train de chuter. On a parlé de la problématique d'accès à l'électricité à travers les pays. Au revoir et à la prochaine. Nous disons merci à toute l'équipe des journalistes qui ont pris part à ces tournages. Merci également aux invités. À la prochaine occasion.